Bonjour, bienvenue dans votre émission quotidienne dédiée à l'innovation et aux questions du numérique. Nous commencerons par une incursion dans le secteur du mobile, l'économie du monde mobile, avec cette question de l'efficacité des notifications que nous recevons sur nos smartphones. C'est Jérôme Bouteiller qui nous en parlera dans la séquence Mobile Business et il est venu accompagné de Patrick Mareuil, l'un des grands spécialistes, l'un des rares, peut-être on peut dire aussi spécialistes français de cette technologie. Et ensuite, le cœur de cette émission lui sera consacré au thème mondial de cette journée, le recyclage. Nous verrons comment nos appareils électroniques, tous nos équipements, nos matériels sont recyclés, dépollués, comment est-ce qu'on peut améliorer aussi tout le travail autour du réemploi. J'interrogerai pour cela des spécialistes du recyclage. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec le gentleman numérique. On parlera de l'échec aujourd'hui, l'échec qui est aussi une vertu. On conclura avec une innovation, bien sûr, pour parler d'un robot artiste peintre. Mais donc d'abord, place au Mobile Business. L'efficacité des notifications poussées sur nos smartphones, c'est le sujet de Mobile Business qu'on adresse tout de suite avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile et chroniqueur chaque semaine de ce monde de la téléphonie mobile. Alors, vous êtes venu, je l'ai dit, aujourd'hui avec Patrick Mareuil, qui est directeur Europe d'AxEngage, mais on va parler ensemble de ces notifications et de leur efficacité. Vous allez même nous révéler des chiffres, je crois, en exclusivité. Mais d'abord, Jérôme, j'aimerais connaître votre point de vue à vous sur ces notifications. Est-ce que c'est une arme fatale, secrète des spécialistes du marketing mobile? Oui, bonjour Delphine. Après vous avoir parlé de wallet marketing et de SMS marketing, je voulais effectivement vous parler de ce troisième levier évidemment très important dans l'univers du mobile, que sont les notifications. Vous le savez, ce sont ces petites bulles qui vont s'afficher sur l'écran d'accueil de votre smartphone pour vous inciter à ouvrir une application. Alors historiquement, ce principe qu'on appelle aussi le push est apparu dès les années 90 sur les premiers navigateurs web de Netscape ou de Microsoft, mais c'est sur le mobile, d'abord chez BlackBerry avec des notifications push pour être averti de l'arrivée d'un email, puis ensuite dans les écosystèmes Apple et Android qu'il s'est réellement développé, et aujourd'hui effectivement elles sont incontournables pour les éditeurs d'applications. Et concrètement, quels sont les usages ? Alors, on peut considérer que les notifications sont aux applications ce que l'emailing est au site web. C'est un peu une voie de retour incontournable qu'on va utiliser aussi bien pour des usages mass média, un peu comme une newsletter. On va envoyer une seule et même notification à l'ensemble de sa base. C'est ce que font faire par exemple des médias pour avertir leurs lecteurs d'un nouvel article, ou des sites e-commerce pour une vente événementielle. Mais on peut aussi avoir un usage des notifications beaucoup plus individuel pour par exemple notifier les clients d'un site e-commerce et les inciter à revenir en cas d'abandon de panier, ou par exemple une banque qui va envoyer une notification pour avertir ses utilisateurs d'un paiement. Vous dites plus personnalisée, plus intelligente aussi ces notifications? Alors effectivement, la première génération de notifications était assez basique, ça ressemblait un peu à un SMS avec un simple message texte, mais aujourd'hui elles s'enrichissent, on peut commencer à voir des émoticônes, on peut voir des images animées, les GIFs, ou voir des vidéos, et puis il y a aussi effectivement plus d'interactivité avec des boutons qui vont permettre de mieux interagir avec le mobinote, avec des réponses qui seront préchargées, et quand on combine d'ailleurs l'aspect multimédia, l'aspect interactif et puis aussi de la personnalisation, on arrive à avoir des taux de réaction largement supérieurs à des canaux relationnels historiques comme l'emailing, aussi bien sur le mobile que d'ailleurs maintenant sur le desktop. Donc très efficace. Alors, on va donner la parole à Patrick Mareuil qui nous accompagne ce matin. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, donc vous êtes directeur général d'Europe AxEngage. AxEngage, c'est un spécialiste français de la technologie des notifications. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, à l'origine, en fait, ma première aventure entrepreneuriale, c'était l'email marketing. Parce que j'avais fondé le premier leader en France de l'emailing en 2000. Et du coup, 10 ans plus tard, lorsque j'ai analysé les opportunités sur le marché mobile, j'ai tout de suite compris le potentiel qu'avaient les push notifications. Et c'est pour ça que j'ai cofondé AxEngage, qu'on a amené à être le champion en France et en Europe
l'Europe des technologies de push notification. Et en 2019, on s'est rapproché d'une société américaine, Airship, qui était le plus grand acteur aux États-Unis, pour former le leader mondial de ces technologies de push notification. D'accord, donc une entreprise franco-américaine désormais. Exactement. J'ai annoncé que vous alliez partager avec nous quelques chiffres en exclusivité. On peut peut-être commencer par des données chiffrées sur cet essor des notifications. Oui, tout à fait. Alors, on a analysé en fait les notifications qu'on a envoyées sur plus d'1 an, donc plus de 600 milliards de notifications sur plus de 2 milliards de terminaux mobiles. C'est un marché qui est colossal. On estime à au moins 10 000 milliards de notifications qui sont envoyées chaque année. Et c'est un marché qui est en forte croissance parce que on estime que l'année dernière, il y a eu une croissance de 20% des notifications qui ont été envoyées et reçues par les utilisateurs. Alors en matière de chiffres, je crois que votre étude aussi parle des taux d'opt-in. C'est un gros sujet dans l'univers des notifications, avec une distinction entre les écosystèmes iOS et Android. Oui, tout à fait. Alors si on regarde le taux d'acceptation, puisque les notifications sont vraiment basées sur un système de permission, on a constaté un taux de à peu près 51% sur iOS. On appelle ça un taux d'opt-in. Et sur Android, on est sur un taux de 81%. Donc vous voyez, il y a des taux vraiment très très élevés. Alors les différences, elles s'expliquent parce que iOS... Alors c'est au départ, mais ensuite ça peut être désactivé. Tout à fait. Alors les utilisateurs peuvent se désabonner à tout moment de ces push notifications. Sur iOS, on a en fait une permission active. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'utilisateur consente à donner sa permission pour les notifications. Et les entreprises sont également plus intelligentes avec le temps pour demander cette permission de manière subtile, intelligente. Sur Android, on a des taux qui sont plus élevés parce que par définition ou par défaut, Android intègre la permission de ces notifications avec le téléchargement des applications. Je disais, on peut les désactiver. Alors, est-ce que ça fait baisser la performance? Est-ce que c'est un canal de communication ultra performant tout de même? Oui, on peut vraiment dire que c'est un canal très, très efficace. Pour mesurer ça, on regarde sur 100 notifications envoyées, combien sont cliquées. Et donc, on a constaté que sur iOS, on avait un taux de clic moyen qui était de 3,4% et sur Android de 4,6%. Alors, si on compare avec d'autres canaux comme l'emailing, par exemple, l'emailing, il faut savoir que c'est des taux de clic qui sont entre 0,5 et 1,3%. Donc, on voit qu'on est sur vraiment des niveaux beaucoup plus élevés. Néanmoins, il y a une petite tendance à la baisse sur ces taux. Ça s'explique de plusieurs manières. On a eu la pandémie. Donc, avec la pandémie, il y a eu une croissance très forte du téléchargement des applications et donc également des notifications qui ont été envoyées. Et on a également deux OS, Apple et Android, qui sont très, très, très vigilants pour que l'expérience des utilisateurs avec les notifications soit la moins intrusive possible. Et ça va jusqu'à donner un maximum de contrôle aux utilisateurs sur ces notifications. Et ça va même jusqu'à, par exemple, suggérer que des notifications soient mises en silencieux si jamais vous ne réagissez jamais vis-à-vis d'elles. Donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu technologique pour que les entreprises soient de plus en plus intelligentes et pour avoir des messages de plus en plus efficaces. Vous avez des astuces pour augmenter ces taux de clic? Oui, alors effectivement, beaucoup d'éléments jouent sur la performance. On en parlait un petit peu plus tôt. Il y a l'attrait du message. Donc par exemple, enrichir le message avec du contenu multimédia, ça peut être des images, ça peut être des animations, de la vidéo, des boutons interactifs. Ça va être également des messages qui doivent être très personnalisés, donc personnalisés avec par exemple votre prénom, mais également avec vos préférences. Et ça veut dire qu'il faut collecter de l'information qui soit pertinente pour l'utilisateur. Et ça va même jusqu'à intégrer par exemple de l'intelligence artificielle pour identifier le moment opportun pour envoyer une push notification. On parlait des applications, c'est aussi un format qui est en train d'arriver dans d'autres environnements, les wallets et aussi les navigateurs. Oui, tout à fait. C'est né vraiment avec les applications mobiles, mais aujourd'hui, ça se déploie dans les mobile wallets, donc les cartes de fidélité, les coupons sur mobile, mais également maintenant sur les sites web. À la fois sur mobile, mais également sur ordinateur. On a une très forte croissance. Et par exemple, chez Airship, ça représente déjà plus de 16% des volumes de notifications qui sont envoyés. Merci beaucoup. Merci Patrick Mareuil pour toutes ces explications, directeur Europe d'Axengage. Et merci beaucoup à Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, qui est venu donc avec vous ce matin pour nous parler de ces notifications. Nous, on va parler de cette journée mondiale du recyclage et se poser la question de comment sont collectés et récupérés tous nos équipements électroniques.
Comment sont collectés, recyclés, réutilisés nos équipements électroniques? C'est le sujet de notre talk avec Bertrand Régnier, directeur des relations techniques et institutionnelles de l'éco-organisme écologique. C'est une entreprise à but non lucratif qui est investie par l'État d'une mission d'utilité publique visant à prévenir, collecter, dépolluer et valoriser ces déchets d'équipements électriques et électroniques sur l'ensemble du territoire français. Et puis avec nous également Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, entreprise de l'économie circulaire française, spécialiste de la seconde vie des produits électroniques et de l'allongement de leur durée de vie. Nous avons avec nous en visio Arnaud Guillaume, cofondateur et président de e-Recycle, qui est spécialisé dans la reprise, le reconditionnement et la revente d'équipements IT auprès des particuliers et des entreprises françaises. Je vais démarrer avec l'ancien, on va dire, Bertrand Régnier, qui travaille dans le secteur des déchets d'équipements électroniques depuis une vingtaine d'années. Quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui et les avancées que vous avez constatées? Donc bonjour, merci pour l'invitation. Alors en quelques mots, donc ça fait un certain temps que je travaille sur le sujet, mais disons que pour parler plus spécifiquement de ces équipements IT et des équipements électriques et électroniques en sens général, les choses ont démarré dans l'organisation de ces filières de collecte et de recyclage en fin 2006. Donc là, on va être dans une quinzaine d'années. Ce qu'on peut dire, c'est que les choses ont plutôt bien démarré, les choses se sont mises en place. Donc déjà, c'est un démarrage un peu tardif, hein, par rapport à l'essor de l'informatique et des produits électroniques. C'est une remarque assez vraie. Il y a une particularité, c'est que quand je parle de filière de recyclage équipements électriques et électroniques, je parle de la mise en œuvre de réglementations. Et que préalable aux réglementations, il y a quand même des initiatives qui avaient été menées préalablement, et notamment les grands acteurs de l'IT avaient développé des actions auprès des entreprises de reprise d'équipements et de recyclage type HP, Dell, Impression, classiquement. Tous ces acteurs-là avaient depuis assez longtemps mis en place des solutions pour les entreprises. Là, quand je parle de démarrage en 2006, je parle de la mise en œuvre d'une filière qui va s'occuper de collecter les déchets auprès des particuliers comme des entreprises. Et en particulier, on a développé un réseau de collecte au travers des déchetteries, des magasins, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui s'est structuré progressivement et qui a eu quand même une croissance assez rapide, l'air de rien, même si elle démarrait un peu tard, avec au bout de 2 ans, finalement, l'atteinte des objectifs européens et le développement d'une solution présente et visible pour les particuliers et les entreprises. Maintenant, tout s'est pas fait facilement. Voilà. Bon, alors on va avancer dans le temps avec Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Donc, je disais que ZAC, c'était une entreprise de l'économie circulaire. Vous êtes un prof d'économie circulaire aussi. C'est un grand mot, c'est gentil, on va dire, un humble intervenant. Bon, quels en sont les grands principes? Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que quand on regarde d'une certaine manière, effectivement, le gaspillage des produits électroniques, on est sur 54 millions de tonnes annuelles aujourd'hui, ce qui est absolument considérable. Et on est sur des prévisions qui sont environ de 75 millions en 2030. Donc les choses accélèrent malheureusement, même si l'Europe est un très bon élève en termes de collecte. Par comparaison, on est environ sur, je crois, 42,5% de taux de collecte des produits usagés, quand la moyenne mondiale est plutôt autour de 14,7%. Pour nous, il y a un réel problème qui est qu'effectivement, on parle tout le temps de recyclage directement. Ouais. C'est-à-dire qu'on recycle directement quelque chose qui est déjà un déchet, après potentiellement un premier usage, alors que si on ne parle pas de revalorisation, qu'on ne donne pas de la désirabilité au produit, on va passer son temps tout simplement à continuer d'acheter pour jeter directement et le taux de collecte ne suivra pas suffisamment, d'autant plus que... Donc ça veut dire quoi concrètement? Le réemploi, la seconde main? Exactement. C'est ça, le circulaire? Au lieu d'avoir directement en fait la notion de déchet, donc aujourd'hui dans l'économie linéaire, qu'est-ce qu'on fait? On achète, donc on produit, on achète, on utilise une fois, on jette et on tente de recycler, parce qu'il faut savoir... Et on tente de dépolluer. Voilà, c'est beaucoup mieux que moi, c'est pas simple et on ne recycle jamais 100% évidemment des matières premières d'un produit. L'économie circulaire, au contraire, c'est déjà
on fait une éco-conception, on essaie de concevoir le produit dès le début pour qu'il soit réemployable plusieurs fois, pour qu'il soit réparable facilement, qu'on ait les pièces détachées potentiellement après un premier usage. Derrière, il va être vendu, il va être utilisé une première fois. On va potentiellement effectivement le réparer, on va éventuellement le revendre dans la seconde main et on va maximiser la durée de vie de ce produit pour, d'une certaine manière, amortir, alors c'est un terme financier amortir, là je l'utilise écologiquement parlant, amortir l'impact effectivement qu'il peut avoir sur l'environnement, puisque tout produit qui est conçu l'est à partir de matières premières et il faut l'amortir l'usage de ces matières premières pour éviter de consommer, ce qui est le cas aujourd'hui, 1,7 planète en fait actuellement de ressources naturelles. Alors Arnaud Guillaume, je disais que e-Recycle était spécialiste du reconditionnement. Quels sont les chiffres aujourd'hui du reconditionnement sur le secteur tech? Alors, ils sont assez vastes. Enfin, on a pas mal de chiffres sur le côté tech. On sait qu'aujourd'hui, il y a 4 millions de téléphones qui sont effectivement vendus d'occasion ou reconditionnés. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant et qui en passe d'évoluer par la suite. Moi, ce qui m'interroge, et je vais rebondir par rapport à Pierre-Emmanuel, c'est effectivement, on a 65% des téléphones qui sont renouvelés alors qu'ils fonctionnent encore. Donc, on se retrouve vraiment avec, on jette des produits qui sont encore utilisables. Donc, ça, c'est assez embêtant sur la partie voilà, du numérique responsable. Aujourd'hui, on préfère jeter que de réutiliser. Et nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir apporter cette valeur de remettre sur le marché parce qu'en fait, chaque personne a une utilisation un peu différente d'un téléphone et on n'a pas besoin d'avoir le dernier cri pour pouvoir téléphoner. Certains se contentent d'une 3G, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est vraiment un point important de pouvoir remettre sur le marché avec des garanties les différents téléphones mobiles qu'on tente de réemployer ou de réparer pour en tout cas leur donner une seconde vie. Il y avait un autre point aussi également très Je vous important. demandais juste quelques chiffres. Est-ce que vous avez l'impression que... Parce que hier, on faisait un talk dans Smartech sur les sites de seconde main qui explosent totalement. C'est une croissance fulgurante depuis quelques mois. Est-ce que vous le constatez également? Est-ce que la seconde main fonctionne bien sur les appareils électroniques? Alors oui, ça fonctionne énormément. C'est vrai qu'avec le confinement, tout le monde s'est tourné sur des places de marché qui existent et on trouve de plus en plus des prix intéressants en achetant reconditionné, avec les garanties, on va dire, du neuf. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une évolution assez importante là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, on avait 10% d'intention d'achat d'un produit reconditionné ou d'occasion. Donc il y avait 10% de la population qui était prêt à acheter. Aujourd'hui, on est à 24%. Donc c'est quand même, on a un gap assez important où on a une conscience, un intérêt des consommateurs à acheter plutôt reconditionné. D'ailleurs, à ce propos, il y a aussi l'État qui met un peu une dynamique, qui impulse un peu ce marché-là, en favorisant en tout cas le marché du réemploi, en impactant et en apportant en tout cas des solutions via notamment la loi AGEC, qui est la loi qui correspond à la loi anti-gaspillage, qui va impulser en tout cas cette dynamique auprès des particuliers, mais également auprès des professionnels. Parce que, par exemple, tout simplement, l'État va prochainement, envisage et s'engage à acheter 20% de leur flotte IT en reconditionné. Donc, vous voyez, il y a une impulsion. De l'intention aux actes. Bertrand Régnier, quels sont ces équipements que l'on peut aujourd'hui dépolluer, réutiliser? Ça ne concerne pas l'ensemble des équipements électroniques que l'on voit dans les déchetteries. Alors, en fait, dans l'absolu, si. En fait, Si. tous les équipements électriques et électroniques, en fait, sont collectés et recyclés. On ne peut pas tout dépolluer. Alors, il y a des enjeux techniques qui font qu'on a des problématiques, mais cependant, si on s'intéresse aux équipements IT, l'essentiel des produits, on sait les recycler, les dépolluer et les valoriser. Je pense aux batteries, par exemple. Alors, justement, sur les batteries, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une extraction des batteries dans le process de traitement. Cette extraction de batterie va permettre d'isoler la batterie et de l'envoyer vers des filières adaptées qui vont recycler ces batteries, soit en France, soit en Europe. Ça, c'est des choses qui existent. Donc, si, on est capable d'extraire les polluants et d'extraire les matières pour les recycler. Cependant, quand même deux réserves à ça. La première chose, il faut que le geste de tri soit correctement fait. C'est-à-dire que ça ne se fait pas naturellement. Les éco-organismes, d'ailleurs, sont là parce qu'ils injectent de l'argent dans le dispositif et ils permettent au dispositif de financer ces surcoûts de dépollution et d'aller chercher ce recyclage maximal. Comme le disait Zach à l'instant, la problématique dans le recyclage, c'est qu'on n'arrivera pas à tout recycler.
Et donc on développe et on doit injecter de l'argent et faire des travaux pour développer le recyclage, notamment le recyclage des plastiques, notamment le fait de ne pas perdre les matériaux précieux et rares qui se retrouvent dans les cartes électroniques. Mais il existe des solutions techniques. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quand on parle de recyclage, on se dit, bon, alors nous derrière, il y a des utilisations, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas, si on prend un ordinateur, vous dites que vous travaillez notamment avec HP, avec Dell, on prend un PC HP ou une imprimante. Qu'est-ce que ça devient concrètement? Alors concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais parler que de recyclage, hein, je laisse le sujet de réutilisation et réemploi par ailleurs. Au niveau du recyclage, on va collecter ces produits, on va les amener dans des centres de traitement dédiés. Ces centres de traitement dédiés vont intervenir sur le produit soit de point de vue manuel, soit du point de vue mécanique. D'un point de vue manuel, vous allez ouvrir les appareils. Si on prend une imprimante, on va extraire les cartouches. Si on prend un ordinateur, on va extraire les piles et les accumulateurs. Puis, en règle générale, soit on va jusqu'à la fin du démantèlement manuel et on va séparer les métaux ferreux, les métaux non ferreux d'un côté, les plastiques, les cartes électroniques, les câbles et d'autres produits comme ça. Soit on va passer dans des appareils mécaniques qui sont des broyeurs. Et ces broyeurs, en fait, on va réduire le produit en petites fractions et séparer automatiquement ces fractions et constituer des sous-ensembles de fractions qu'on va adresser vers des installations dédiées qui, elles, vont affiner finalement ces matières. Vous allez avoir les métaux ferreux. Les métaux ferreux, classiquement, c'est des circuits assez courts. On va réinjecter ces métaux dans les aciéries électriques, et on va utiliser ces métaux comme des ressources secondaires pour l'économie locale, c'est assez local en fait. Voilà. Il y a un peu de marché d'export sur les métaux ferreux pour la proximité Turquie, Afrique du Nord, mais c'est assez faible. Après, on a les métaux non ferreux. Là, les métaux non ferreux, c'est plus compliqué. Il y en a plus. Il y a plus de valeur. Il y a aussi les métaux précieux dedans. Ça, on va envoyer ça vers des affineurs qui vont recycler l'aluminium, le cuivre, pareil, pour le réinjecter dans l'industrie. Les produits sont plus ou moins poussés en fonction finalement du débouché qu'il y a derrière en termes d'utilisation. Mais du cuivre, on en a besoin. Il en manque même. On en consomme plus qu'on en produit, donc le recyclage est important. Là, vous allez en récupérer un peu du cuivre. On a toutes les connexions ADSL qui vont être débranchées prochainement. Le câble était un grand fournisseur de cuivre, en effet. Et la dernière chose, c'est le plastique. Alors, le plastique, c'est plus compliqué parce que vous avez une problématique de pollution dans les plastiques, parce qu'il y a des retardataires bromés qui ont un impact sérieux potentiel sur la santé, ce qu'on appelle les POP, les petits polluants persistants organiques. Et ça, il va falloir donc trier ces matières, les isoler, les traiter de manière correcte pour sécuriser le polluant, et après recycler la matière plastique. Et comme ça, c'est pareil, c'est complexe, il y a plusieurs matières. On a des taux qui sont pas mauvais, mais sur lesquels il y a des gros travaux pour améliorer les choses. Et là, pour l'instant, on est quand même sur une matière plastique sur laquelle il y a des enjeux de déboucher et de trouver des gens pour l'acheter. C'est compliqué, c'est comparable et en compétition avec le vierge. Là, on rejoint un sujet entre le neuf et l'occasion. Et donc, on doit investir, travailler avec les acteurs, travailler avec les producteurs aussi pour qu'ils puissent réintégrer ces matières. Mais là, le chemin est encore long. Le constat actuel, c'est quoi? C'est catastrophique selon vous aujourd'hui parce qu'on voit qu'effectivement, on sait recycler une fois qu'on a l'appareil entre les mains, mais sur la collecte. Alors moi je suis très optimiste, donc je dirais pas du tout que c'est catastrophique. Déjà, encore une fois, l'Europe est effectivement assez leader sur ce sujet. Ouais. En plus, on voit avec le Green Deal de la Commission européenne, il y a une vraie volonté politique d'aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à travers des grands appels à projets qui brassent des millions d'euros pour développer, comme le disait mon collègue, la recherche dans le plastique, la recherche dans le recyclage. Donc aucun catastrophisme. Nous, on a juste... Quand je vois le chiffre de seulement 2% de collecte des équipements électriques et électroniques non utilisés en France... Ceux qui sont réemployables. Et c'est là tout le débat que je vais avoir maintenant, c'est qu'en fait, pour moi, on passe beaucoup trop rapidement de ce qu'on appelle du coup un équipement électronique, donc un EEE, à un déchet, c'est après un premier usage. Nous, notre combat, mais qui a énormément de barrières, que ce soit consommateur, industriel, réglementaire, c'est de dire on va tout faire pour réemployer et revaloriser le produit avant de le recycler.
concrètement, il y a 3 secondes vie qu'on privilégie avant. Un des piliers de l'économie circulaire qui est évidemment la réparation, qui crée de l'emploi sur le territoire, qui crée de l'activité économique. S'il y a réparation, il y a un transfert d'argent, il y a de la TVA, etc. Le deuxième pilier va être la revente, tout simplement. Il y a une circulaire de l'Union européenne qui dit que pour éviter qu'un objet soit directement considéré comme un D3E, il y a un paramètre qui est que voir s'il y a encore une valeur économique. C'est pas la seule, il y a plein de sujets réglementaires évidemment. On considère qu'il y a aujourd'hui beaucoup de produits qui partent directement à la décharge, alors qu'il est très facile de prouver qu'ils ont une valeur économique. Donc nous, on essaye d'irriguer un réseau d'industriels français qui reconditionne et va revendre ensuite sur les marchés de seconde main. Une troisième seconde vie, c'est le don aux associations, qui peut poser un problème d'image de marque à certains producteurs. Évidemment, on n'a pas envie de donner un produit qu'on vend 2000 € à une asso, mais c'est un réemploi direct, c'est pas un gâchis. Évidemment, ça permet d'épargner de nombreuses ressources naturelles. Mais on en parlera peut-être après. Il faut absolument respecter le droit du consommateur qui le protège, puisqu'on ne veut pas qu'un produit électronique nous éclate à la figure parce qu'il a été reconditionné trop rapidement. Et tout l'enjeu est de bien encadrer cette filière, de bien la cadrer, mais en même temps de la faire exploser au maximum en créant plein d'industries en France pour réparer, reconditionner, et sur beaucoup plus de produits que concrètement les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, qui sont un peu aujourd'hui les 3 produits phares du reconditionnement. Donc là, c'est un problème réglementaire que vous soulevez finalement. C'est un problème réglementaire, un problème un peu entrepreneurial aussi. Il faut que on se bouge pour créer plein d'entreprises. Que l'économie circulaire soit plus importante en France. Voilà, il faut former. Nous, on a un projet aussi de créer effectivement des modules de formation. Vous disiez que j'étais intervenant. J'ai envie qu'on forme le maximum à la fois de personnes pour créer de nouvelles entreprises, mais aussi, comme le disait Bertrand, de transformer des process existants, par exemple chez les producteurs actuels, qui, alors Tim Cook s'est engagé à créer des iPhones uniquement à partir de matières recyclables à 2050. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est un exemple. On peut transformer des chaînes de valeur existantes et puis créer plein de nouvelles entreprises. Nous, on a des exemples assez sympas où, par exemple, on a revendu pour un grand compte des terminaux de paiement bancaire qui ont été en fait rachetés par un industriel qui les a reconditionnés et revendus à un ensemble de commerçants qui n'avaient pas besoin du dernier terminal de paiement bancaire au dernier cri, alors que ça partait à la poubelle. Il y a plein d'exemples comme ça, au-delà des produits un peu phares aujourd'hui de l'économie circulaire très classique. Alors, on va rebondir avec Arnaud Guillaume sur le reconditionnement. Vous avez employé le mot de réparation. Il y a un indice de réparabilité maintenant qui s'applique. Et ça va grandement faciliter, accélérer votre activité ? Exactement. Alors, je ne sais pas si ça va accélérer notre activité, mais ça, en tout cas, on va faire prendre conscience, en tout cas, aux consommateurs, comme quoi le téléphone est réparable ou non. Donc, par rapport à son achat, il va pouvoir voir potentiellement peut-être la durée de vie de son téléphone ou voir s'il est possible de le réparer. Donc cette conscience, en fait, ça va aussi impliquer les différents fabricants de mettre la main sur ce côté, on va dire, réemploi, mais surtout facilité de réparation. Et donc, on va allonger directement la durée de vie. On prend conscience de ces informations-là. Donc, pour moi, c'est assez important. C'est un premier pas. Bon, l'indice de réparabilité n'est pas parfait, hein, mais globalement, on en parle. L'objectif, c'est de donner une seconde vie, de montrer qu'on peut pouvoir, par exemple, changer facilement sa batterie. C'est un des éléments les plus perturbants lorsqu'on achète un téléphone. Donc, voilà, ça met une petite pression aux fabricants et ça permet aussi de remonter un sujet qui est très important. C'est aujourd'hui l'accès aux pièces détachées est très difficile. Alors, je parle notamment par exemple du cas Apple, où même si on peut être agréé ou des choses comme ça, il est très difficile de se sourcer en tout cas en pièces d'origine Apple. Pourquoi alors ça que, pardon ? Pourquoi est-ce difficile de trouver des pièces détachées ? Parce que Apple, ils sont très cadrés sur leur système, etc., ils ne veulent pas forcément diffuser leurs pièces détachées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils ont une obligation légale de les garder au moins 5 ans aujourd'hui. Ça rentre dans le système d'indice de réparabilité. Mais nous, par exemple, on est acteur de la réparation, parce qu'on répare les téléphones pour les réemployer. Donc, on n'est pas sur le côté déchets, mais comme disait Pierre-Emmanuel, on est vraiment sur la partie réemploi et revalorisation des produits qui sont encore fonctionnels et qui ont de la valeur. Et c'est vrai qu'on n'a pas accès. Pourtant, on est spécialisé et voilà, on est vraiment dans le domaine. On n'a pas accès aux pièces détachées d'origine Apple. Il faut avoir des certifications, il faut pouvoir avoir un magasin physique, etc. Alors que nous, on est vraiment un acteur un peu non physique. On propose des services pour pouvoir valoriser ces produits. Et donc, contrairement à Samsung qui effectivement propose des pièces, mais à des prix assez importants, donc ça bloque aussi, je pense que l'avenir, ça serait aussi de pouvoir permettre aux différents particuliers ou aux professionnels d'accéder à un catalogue de pièces directement à partir
du fabricant. Le fabricant devrait avoir une logique de mise à disposition facile des pièces, comme si on devait acheter un téléphone portable. Donc, on aurait, je ne sais pas, dans la section de leur e-commerce, un smartphone, tablette et pièces détachées. Moi, ça me paraîtrait plus intéressant d'avoir cet impact-là et de faire jouer aussi cette partie réparation et de le mettre un peu plus en avant. Alors, je pense qu'effectivement, côté business, eux, le fait de réparer un téléphone, ça veut dire qu'on n'achète pas un nouveau téléphone. Donc, indéniablement, ça peut faire baisser leur chiffre d'affaires, mais je pense que ça serait quelque chose qu'il faudrait pousser pour impacter encore un peu plus cette partie réemploi. Bertrand Régnier, vous travaillez avec ces grands fabricants, hein, je le disais, qui vous permettent de faciliter la collecte auprès des entreprises notamment. Est-ce que vous discutez avec eux sur ces questions d'indice de réparabilité, d'obsolescence programmée peut-être ? Est-ce qu'il y a un travail qui progresse sur le réemploi, la réutilisation, la réparation des appareils ? Alors, en fait, dans les discussions régulières qu'on a avec nos adhérents metteurs sur le marché, producteurs, il y a tout un travail autour de la question de l'éco-conception et de l'amélioration de l'impact de vie des produits. Donc, quand on parle d'éco-conception, il faut savoir qu'on parle d'un ensemble assez large d'actions et sur lequel on parle de l'impact du produit au sens large. Une grosse part de l'impact est la fabrication du produit dans ces équipements et leur utilisation. Donc, les fabricants eux-mêmes travaillent sur l'amélioration de ces procédés et travaillent sur les questions de démontabilité, de réparabilité et de recyclage. Bon, on arrive vraiment tout à la fin. Dites-moi juste si... Alors, donc, dans le cas de nos missions à venir et dans le cas de transformation de nos métiers, on va travailler de plus en plus sur ces questions de prévention et de réparation et de réparabilité, donc de réemploi et autres. Donc, c'est des sujets qui sont très actuels et qui sont lancés. Bon, beaucoup de sujets sur la table pour cette journée internationale du recyclage. Merci beaucoup à Bertrand Régnier, donc directeur des relations techniques et institutionnelles de l'éco-organisme écologique. Merci à Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, pour sa promotion sur l'économie circulaire française. Et merci à Arnaud Guillaume, cofondateur et président de e-Recycled, pour son éclairage sur le reconditionnement. Juste après la pause, on retrouve notre gentleman numérique et on va parler de cet échec qui peut être une vertu. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le gentleman numérique, Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Alors, le sujet que vous avez souhaité aborder aujourd'hui, c'est ce gentleman, mais face à l'échec. Pourquoi cela ? Savez-vous Delphine, aujourd'hui, quel est le premier critère de sélection des investisseurs dans les startups dans la Silicon Valley ? Le courage, l'audace. Oui, mais avant tout, la faillite. Ah. En effet, plus de fonds investis pour des entrepreneurs qui n'ont pas déjà connu les affres de la faillite. Et Steve Jobs confessait lui-même qu'il ne confiait plus de postes de haute responsabilité, de management, à des cadres qui n'avaient pas connu l'échec ou la faillite ou des difficultés. Donc l'échec serait une vertu ? Oui, 100 fois oui. Cela dépend en revanche de la manière dont on rebondit, dont on en tire la leçon. C'est fondateur. Aujourd'hui, on célèbre beaucoup le succès. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous verrez que sur LinkedIn en particulier, on célèbre à tour de bras tout petit événement de la vie. On s'auto-congratule sans cesse. Ouais. Si votre fille a eu son bac avec mention, on se félicite, on est fiers. Si vous avez organisé un symposium sur la tech dans le Vaucluse et qu'il y a 100 000 likes, formidable. Donc on est dans une célébration permanente et dérisoire. Mais il faut écouter les mamans. Et la maman de George Bush, Dorothy Bush, disait à son fils, président des États-Unis, « Ne te vante jamais d'un succès ». Parce qu'elle sait en maman qu'il y a des moments où on monte puis des moments où l'on descend. Donc on anticipe tout ça. Écoutez, la maman de George Bush, je ne pensais pas qu'on allait dire ça un jour dans Smartech. Alors, je sais que vous avez toujours des conseils de lecture à partager. Quelle serait votre recommandation à propos de l'échec ? Alors aujourd'hui, ce serait une écoute, plus qu'une lecture. C'est un podcast, enfin c'est une émission régulière qui est présentée par Fabrice Drouel, qui s'appelle Affaires sensibles, et sur les perdants magnifiques.
Et donc, on va retrouver des portraits, c'est une série de portraits de personnes que les plus jeunes auditeurs ne connaîtront peut-être pas, Pierre Mendès France, Jacques Delors, mais de comprendre, voilà, de comprendre cette histoire. Et je pense que s'imprégner souvent de l'histoire nous permet de nous projeter dans le futur. Et donc, ils parlent de leurs échecs, c'est ça? Oui, ils parlent. Ce sont des gens qui auraient pu réussir à un moment, mais finalement, ils sont passés à côté, soit Jacques par choix. Delors, qui finalement a décidé de ne pas accepter le poste de président qu'on lui proposait. Exactement. Et c'est tout à fait respectable, finalement. Il est très rare en politique de reconnaître ses erreurs ou de reconnaître une non-envie des honneurs ou d'une charge qui leur paraît déplacée. Alors, on est là pour être dans une posture de gentleman numérique. Quelle est la bonne attitude à adopter quand on se retrouve comme ça, confronté face à l'échec? Mais là encore, un président des États-Unis qui avait connu l'affaire du Watergate, Richard Nixon, et qui résume tout cela, et il dit « Un homme n'est pas achevé quand il est vaincu, il est achevé quand il abandonne ». Donc c'est là une forme de résilience, comment on va rebondir. Le champion, toute catégorie, c'est Winston Churchill, le père de la nation indomptable, qui disait « La réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme ». Donc comment rester enthousiaste face à la faillite, face à l'échec? Et comment rebondir après un échec? On peut ça? Oui. Tout à fait, oui, oui. Mais ça dépend de votre condition, c'est-à-dire de comment vous allez réagir par rapport à tout ça. Moi, j'ai 3 conseils pour ça. Le premier conseil, c'est l'échec fait partie du scénario. Il faut anticiper cette possibilité. On la met toujours de côté. On est parti pour la victoire. En réalité, dans les probabilités, il y a souvent plus de chances d'avoir un échec. C'est un peu ce que le conseil de Steve Jobs au départ. Exactement, exactement. Donc il faut l'anticiper, l'intégrer. Je donnerais comme conseil d'ailleurs de préparer ces discours d'échec. Les victoires, tout le monde va en parler. D'autres s'en empareront. Les victoires ont beaucoup de parrains. Et les échecs sont orphelins. C'est-à-dire que vous-même, vous devez prendre sur vous de dire « bah oui, je me suis trompé. J'ai fait une boulette, comme on dit parfois. » Et comment l'avouer et le reconnaître. La deuxième chose, c'est dans la lignée de ce premier conseil, c'est de ne pas hésiter à mettre en avant cet échec. Plutôt que de le cacher, de le mettre sous la table. On le voit très bien maintenant, toutes les affaires, qu'elles soient d'ordre politique ou industriel, il y a toujours un moment... Ça finit par sortir, de toute façon. Donc il faut l'anticiper, le reconnaître et présenter son échec. Aux États-Unis, il y a ce concept de la rédemption. On a une certaine reconnaissance pour la rédemption. Vous vous souvenez par exemple de Lance Armstrong, ce coureur cycliste, une gloire des États-Unis et qui est multi-vainqueur du Tour de France, qui a été embarqué dans des histoires de dopage. Eh bien, il y a un documentaire que je vous recommande également qui s'appelle Last Lance sur Lance Armstrong où il a expliqué pourquoi. Alors, je ne dirais pas qu'on va l'en excuser, mais on va le respecter. Et c'est déjà pas mal. Donc, de reconnaître ses erreurs, c'est aussi être respecté, en tout cas expliquer pourquoi on l'a fait, montrer qu'on en a tiré une leçon. Et la troisième chose, je vais reprendre Maman Bouche un peu, et ça rejoint aussi un peu une métaphore cycliste, c'est dans l'ascension, éviter de claironner en permanence, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que dans la descente, eh bien, ça va résonner en écho. Votre clairon va vous rappeler ce que vous avez fait à l'aller. Eh bien, dis donc. Une phrase peut-être pour conclure, Frédéric ? Alors, toujours, on essaie de prendre un petit peu de hauteur, qui est dans l'Himalaya, le Dalai Lama, à qui l'on prête souvent à tort beaucoup de phrases, mais celle-ci est réelle. Il dit, lorsque vous perdez, ne perdez pas la leçon. Merci beaucoup, c'est ce que nous allons essayer de faire. Merci Frédéric Rebet, auteur de Propos d'un aspirant gentleman. On termine cette émission avec la découverte d'un robot artiste peintre. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un aperçu. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Demain, considérera-t-on les robots comme des artistes à part entière? Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. On n'en est peut-être quand même pas là. Mais c'est vrai que les ingénieurs ne se lassent pas d'essayer d'inventer des nouvelles machines à créer.
Oui, des machines qui imitent très bien les artistes d'aujourd'hui et d'hier. Il y a ceux qui font de l'art numérique, par exemple, comme le robot humanoïde Sophia. Vous savez, ce robot qui avait eu la nationalité il n'y a pas longtemps, qui va mettre en vente la semaine prochaine une série d'œuvres sur un marketplace d'art numérique qui s'appelle Nifty Gateway. Donc, il y a deux courants, l'art numérique créé par une intelligence artificielle, et puis il y a aussi les robots qui vont faire de l'art tangible, toujours grâce à l'intelligence artificielle. Et les Nifties qui sont un sujet qui monte énormément, sont les NFT. Exactement, les NFT. Voilà, des nouvelles formes de transactions d'art numérique. Avec le blockchain aussi également qu'on retrouve au milieu. Alors donc, ce nouveau robot que je vous présente aujourd'hui, il vient de voir le jour et il sera prochainement présenté dans la ville d'Austin, au Texas, lors d'un festival. C'est un projet qui s'appelle AI Painting et il est conçu par une équipe de 8 personnes, des membres d'IBM, aussi des membres de l'Université de Tokyo et de Yamaha Motors. Et ce robot, il est capable de reproduire toutes sortes d'illustrations. On lui a donc donné un pinceau, une toile et de la peinture, bien sûr. Et alors, que peint-il ? Alors en fait, ces peintures, elles ne sont pas vraiment le fruit du hasard. C'est important d'expliquer le processus créatif derrière tout ça. Elles sont plutôt basées sur un ensemble de valeurs qu'on va donner à l'intelligence artificielle qu'elle va pouvoir utiliser pour créer l'art. Cet ensemble de valeurs, il est déterminé par un humain, donc, pour choisir un sujet, par exemple, et puis pour lui donner une ambiance particulière, une ambiance à la toile, un style. Est-ce que ce sera plutôt classique? Est-ce que ce sera plutôt moderne, abstrait? Par exemple, pour vous donner une idée de ces valeurs qu'on va pouvoir donner à l'intelligence artificielle, il est possible de limiter l'exécution d'une toile à 30 coups de pinceau ou alors à 300 coups de pinceau. Et en fait, plus le nombre de coups de pinceau va être limité, plus la peinture va se rapprocher de l'art abstrait, puisqu'on va en seulement 3-4 coups de pinceau représenter quelque chose de très peu réaliste en réalité. Alors au contraire, plus ce nombre est grand et plus la représentation sera réaliste. Au final, le robot est quand même maître de l'exécution de son tableau. Il a les bonnes consignes, mais il en fait ce qu'il veut. On ne lui dit pas où poser son pinceau. Alors il utilise de l'aquarelle et des acryliques qu'il mélange lui-même. Il choisit les couleurs comme ça, qu'il va mélanger avec de l'eau grâce à son bras articulé, celui qui va peindre. Alors l'équipe estime que les coups de peinture, les couleurs et les images finales que l'intelligence artificielle aura produit ont le potentiel d'introduire le monde dans une nouvelle catégorie d'art et d'esthétique entièrement créée par des machines. Bon, mais Cécilia, on va s'entendre quand même là-dessus. Un robot à l'âme d'artiste, c'est quand même pas pour tout de suite. Non, il a besoin de l'homme, toujours. D'ailleurs, tout ce qui se fait aujourd'hui, les intelligences artificielles dans le numérique ou dans le tangible, s'inspire de création humaine. Et d'ailleurs, ici, le but, c'est pas forcément de faire de ce robot un artiste, en réalité. Autonome, les chercheurs travaillent actuellement sur la possibilité, par exemple, d'aménager un système visuel qui permettra au robot de voir sa propre peinture pendant qu'il est en train de la préparer. Ce système, en fait, il va permettre aussi et surtout à un humain de peindre avec le robot. Donc le robot pourra repérer la main du peintre et ils pourront comme ça peindre en harmonie, si j'ose dire. Et donc ce seraient les premières collaborations artistiques homme-machine, pinceau à la main. Les premiers cobots artistes. Exactement. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le domaine de la musique avec des intelligences artificielles qui sont capables d'aider à la création de nouvelles symphonies. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. C'était la journée internationale du recyclage et on a parlé de la manière dont sont retraités tous nos équipements électroniques. J'espère que ça aura aussi éveillé les consciences sur la nécessité d'une économie plus circulaire. À suivre le Lab où pitchent les entreprises du numérique et on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.